Je vous invite à regarder la petite vidéo de quelques secondes qui va suivre et soyez attentifs aux détails, aux choses qui vous interpellent et quelle est l'analyse que vous en faites. Et puis dans un deuxième temps, je vous dirai moi ce que j'en pense, ce que ça révèle et sur le fait divers concerné, mais également ce que ça révèle de notre société et du monde dans lequel nous vivons. Vous vous en doutez, c'est en relation avec ce qui m'est arrivé à l'aéroport. Cette vidéo, je l'ai vue déjà il y a un moment parce qu'elle date du début de l'été. Donc ça restait en mémoire, j'avais un projet mais je ne savais pas comment j'allais le traiter. Je ne voulais pas le traiter de la même manière que les autres vidéos que j'ai déjà faites sur ce sujet. Et il me semble intéressant de comparer nos analyses respectives parce que l'enjeu de mon procès, c'est effectivement, à partir d'une même scène à l'aéroport de Blagnac, je raconte une histoire de mon point de vue et ceux qui me poursuivent racontent une histoire de leur point de vue. Donc, comment, à partir d'une même vérité qui se déroule devant nos yeux, moi, ma vérité à moi, je vous l'ai donnée à travers mes explications, mais vous n'avez pas été témoin directement, vous n'y étiez pas, il n'y a pas de vidéo, je les réclame au tribunal, mais à ce jour, personne n'a vu ces vidéos. Et là, dans cet exemple, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous avons la réalité sous les yeux. Nous avons des faits qui sont filmés par une caméra, par un œil objectif, et nous allons, vous et moi, être les témoins directs d'une scène. Et à partir de là, j'aimerais que nous fassions un travail de perception. Comment percevez-vous la scène et comment je l'aperçois, moi? Дайте смисъл. Утре ще сме ние. Да не свърши матч и да Сарап. Да дойде менеджер някой не знае. С нами всеки си прави какво си иска. Свърши матча на Сарап. Утре ще сме ние. Утре ще сме ние. За 1 сантиметър. Пуснете ли да тръгнем? Викнете менеджер. Викнете някой менеджер. Защо сте вие тук? Bien. La première chose qui saute non pas aux yeux, mais qui saute au cœur, c'est l'ambiance. Nous sommes déjà dans un aéroport avec un carrelage froid, avec de l'aluminium froid, avec du verre froid, et avec deux êtres humains qui sont dans une démarche énergétiquement incompatible. Nous avons une femme qui vous ressemble, qui me ressemble. C'est une femme de la vie de tous les jours. C'est une femme qui pourrait être votre maman, qui pourrait être votre sœur, qui pourrait être vous-même. Cette femme est soignée, elle est courtoise, elle est timide, elle est fragile et elle se démène pour mettre son bagage souple dans un carcan métallique qui est un gabarit qui va dire si oui ou non elle doit payer 70 € ou 60 € de surtaxe pour son bagage. Donc on voit que cette femme, cet être humain, qui est elle, qui est nous, qui pourrait être quelqu'un qu'on aime, ça pourrait être ma fille, ça pourrait être mon fils, ça pourrait être ma femme, ça pourrait être également quelqu'un que vous aimez, qui est confronté à cette situation, et si vous êtes à côté d'elle, vous n'avez qu'une envie, c'est de l'aider, de l'assister, de la secourir, de la protéger.
elle fait de la peine. Rien que les premières secondes, on voit l'environnement froid, on voit cet environnement non biologique, non prévu pour l'humanité, prévu pour des bagages, pour des humains déshumanisés circulant dans ces espaces aériens. Moi, j'ai pris l'avion de nombreuses fois. C'est très stressant, cette période d'embarquement, ces scanners, ces tapis roulants. On vous traite comme du bétail avec des cordes qu'on tire, qu'on roule, qu'on déroule. Tu vas là, tu fais ça, à ce moment-là, pas maintenant, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est trop grand, c'est trop petit. C'est les caméras qui vous surveillent, les forces de l'ordre, les vigiles. L'environnement est déjà inhumain. Et vous remarquez qu'il y a un personnage dont je n'ai encore rien dit, c'est l'homme en uniforme. Alors on pourrait croire que c'est un vigile, un agent de sécurité, pas du tout, c'est un membre de la police nationale de Sofia en Bulgarie, c'est un policier, c'est la police nationale, il représente l'État. C'est un homme qui est payé avec nos impôts, les impôts des contribuables, et ce qui justifie le paiement de cet impôt, c'est que ce corps de l'État est là pour vous protéger, pour vous assister, pour vous secourir. C'est pour ça que vous acceptez de payer des impôts, notamment, pour que des hommes soient affectés à ce que le monde dans lequel nous vivons, ils doivent, ces agents de sécurité, enfin ces policiers, pardon, leur mission, enfin, telle qu'on se la représente, et qui fait que nous acceptons de participer financièrement, qu'une partie de notre travail, en valeur, en monnaie, on leur confie en payant ces forces de l'ordre, pour qu'ils veillent à ce que nous vivions dans un environnement bienveillant. Pardonnez-moi, c'est un petit peu laborieux, mais voilà. Théoriquement, cet investissement que l'on fait pour notre sécurité à travers les policiers de la police nationale, on le fait, je dirais, de bon cœur, parce que on sait que cet effort que nous faisons collectivement, la contrepartie, c'est que ces gens-là vont veiller à ce qu'on soit respecté, que le monde dans lequel nous vivons nous respecte. Et qu'est-ce que nous observons? Eh bien, nous observons un contraste assez violent entre la fragilité de cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure et la force que dégage ce policier. D'abord, on voit qu'il est très bien portant, il est très rond, il est très enveloppé, il est bien nourri. Il doit aller à la muscu, on sent qu'il est fort, il est costaud, il doit faire 1m90, peut-être 100 kg. Et il laisse cette femme, dont on sent encore une fois la fragilité, aux prises avec ce gabarit, les bras ballants, à tourner autour comme un vautour, avec une ambiance malfaisante. Il n'est pas bienfaisant. L'ambiance n'est pas bienfaisante, puisque, enfin, je veux dire, vous et moi, spontanément, qu'est-ce qu'on aurait fait? Attendez, madame, je vais vous aider. Voilà, ça rentre. Vous allez voir, ça rentre. Non, il n'est pas dans l'assistance de cette personne. Il est là, aux aguets, la laissant se débrouiller, et à la fin, avec tous ces efforts, on voit que le bagage rentre, mais qu'il y a une petite partie à droite qui dépasse de 2 cm ou 3 cm. Mais qu'à gauche, le bagage, en volume, à gauche, il y a de la place. Donc, cette femme, je pense, sous le traumatisme et l'ambiance et le stress, elle n'a pas pensé à ouvrir le sac, à déplacer, je sais pas moi, sa trousse et sa brosse à dents qui étaient à droite et la mettre à gauche pour répartir mieux les volumes pour que ça rentre. Hein. Mais par contre, le policier national, lui, va la laisser se débrouiller. Donc ça, c'est déjà choquant, alors qu'on paye des impôts pour avoir de l'assistance, que l'on voit que ce policier la laisse se débrouiller et ne l'assiste pas. Non seulement ne l'assiste pas, il attend autour, comme un prédateur, pour voir si oui ou non son sac rentre intégralement, scrupuleusement, au millimètre près, pour savoir si oui ou non on va lui prendre 70 € ou pas. Et, in fine, qu'est-ce que l'on constate? C'est que le bagage
ne rentre pas. Vous l'avez tous constaté, il ne rentre pas. Alors ça se discute. Parce que c'est un bagage souple. Vous remarquerez que le gabarit Ryanair met sous la contrainte le bagage, met sous la contrainte mécanique le bagage dans 2 dimensions, en profondeur et en largeur, parce que le bagage souple, même s'il a une forme a priori plus grande que le gabarit, comme il est souple, il va être soumis à la contrainte mécanique en profondeur et en largeur, et il va rentrer, puisqu'il est souple, il s'adapte. Mais par contre, il y a une petite partie du sac en hauteur qui, lui, je dirais, dans l'axe vertical, n'est pas soumis à une force mécanique. Étrangement, c'est quand même curieux, ce gabarit a 2 dimensions. Il contraint le bagage souple en largeur, en profondeur, mais il ne le contraint pas verticalement. C'est quand même bizarre, parce que là, je vous mets au défi, sur ce sac souple, voilà, j'ai pris un petit exemple ici, vous voyez, ça c'est le gabarit Ryanair, d'accord? Et ça c'est mon sac souple. Je mets mon sac, je fais des efforts, je suis cette dame, j'essaye, mais ça rentre pas. D'accord? Ça rentre pas, ça rebique un tout petit peu ici. Hein? Exactement comme la dame que j'ai assistée à l'aéroport, où il y avait une toute petite bretelle qui dépassait. Et l'agent lui disait, madame, votre sac ne rentre pas, vous allez être soumis à la surtaxe. Mais pourquoi vous n'appliquez pas une 3e contrainte mécanique équivalente à celle de la largeur et de la profondeur au niveau de la hauteur? Si vous mettez un couvercle par-dessus, la partie souple, ici, le petit volume de sac souple, il rentre dans le gabarit. Donc, le gabarit n'est pas adapté aux propres conditions commerciales de Ryanair. 40-30-20, c'est sous contrainte mécanique parce que c'est censé être sous le fauteuil. Hein? Donc, ça doit être moins d'une certaine hauteur pour que ça passe sous le fauteuil en hauteur. Ça doit être moins d'une certaine largeur pour que ça passe entre les 2 pieds du fauteuil qui vous précède. Mais même par rapport à la largeur, bon, à la limite, puisque les conditions commerciales Ryanair que j'ai lues parlent du fait que ça doit être mis sous le fauteuil, à la limite c'est sous le fauteuil, donc en largeur entre les 2 pieds, entre le sol et l'assise du siège précédent, mais nulle part il est mis qu'il est interdit que ce sac puisse dépasser légèrement et venir un peu sur vos jambes, ça c'est pas précisé, mais admettons. Hein? Alors ce admettons, il est contrecarré par ce que je viens de dire. Voilà, il manque un petit couvercle sur le gabarit que l'on referme, un couvercle rigide, et on voit si, sous la pression en largeur, en profondeur et en hauteur, si le sac souple est contenu dans le volume imparti par la compagnie aérienne. Vous le faites en largeur, en profondeur, mais vous ne le faites pas en hauteur. Donc votre gabarit, il n'est pas conforme à vos propres conditions commerciales. Parce que dans le cas qui m'a amené en garde à vue et dans le cas de cette dame, ça rentre dans le gabarit pour peu qu'on le contraigne en 3 dimensions. La deuxième chose que je voulais vous dire, là j'ai fait une longue digression, donc je remets le film pour me souvenir. Oui, on voit que le policier ne lui prête aucune assistance. Hein. Et d'ailleurs, oui, c'est ça que j'ai oublié de dire qui est très important, mais pourquoi la police nationale bulgare contrôle les bagages en lieu et place du personnel au sol de Ryanair? Pourquoi la police nationale de Bulgarie veille à l'application des conditions générales de vente d'une entreprise privée immatriculée à Dublin et qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires et de bénéfices, je crois que c'est 160 millions d'euros de bénéfices à vérifier, et qui paye 0 impôt sur les sociétés dans les pays où elle exploite. Pourquoi la police nationale locale, que ce soit en France ou en Bulgarie ou partout en Europe, parce que j'imagine que c'est les mêmes process, pourquoi est-ce qu'elle assiste? Elle assiste les compagnies aériennes. Pourquoi? Là, c'est flagrant. Pourquoi est-ce qu'il y a une connivence entre la police nationale et les compagnies aériennes? Pourquoi c'est un policier de la police nationale qui applique les conditions commerciales, qui veille à ce qu'elles soient appliquées sans assister le citoyen? Pourquoi la police nationale assiste le grand capital expatrié qui ne paye pas d'impôts localement sur ces terres-là qu'elle exploite, alors que c'est cette dame, c'est moi, les contribuables qui payent son salaire? Pourquoi nous payons des impôts pour que des fonctionnaires protègent des compagnies aériennes qui nous martyrisent et qui nous volent? Mais comment c'est possible? Autre chose, regardez dans le dos du policier.
il y a marqué « Border Police ». Mais on est en Bulgarie. Border Police, ça s'écrit comme ça. Pourquoi la police nationale, la police des frontières en Bulgarie, pourquoi est-ce que dans votre dos, il y a marqué Border Police? Pourquoi c'est anglo-saxon? Vous êtes la police du capital anglo-saxon, c'est marqué? Alors en France, moi, j'ai fait d'autres vidéos, je vous ai expliqué ce que je pensais de la situation. Hein. Voilà. La France, avec la République, est passée de la communauté des êtres à une société de l'avoir, d'accord? Donc depuis 1789. Vous avez voulu une société 1789, la République c'est une société, mais une société c'est quoi? C'est des parts sociales que n'importe qui achète et vend, d'accord? Donc vous avez voulu la République, donc vous êtes maintenant la propriété privée, vous êtes une marchandise qu'on achète et qu'on vend. Air France vient d'être vendue à un pays du Moyen-Orient, je crois. Hein, c'est quand même très très traumatisant quand même. Air France est vendue à un pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire que vous, votre entreprise, nous sommes tous des marchandises, nous sommes tous sur le marché. C'est au plus offrant. J'achète, je vends, j'achète, je vends. Tu veux acheter un mimiche, 2 mimiches, 3 mimiches? Voilà. Il y a un André, il y a un Michel, il y a une Sylvie qui m'écoute. Combien vous voulez de Sylvie? Combien vous voulez de André? J'achète, je vends, j'achète, je vends. Voilà. Donc, ceux qui ont le pouvoir d'acheter achètent, et ensuite ils font la loi, et la police nationale, les fonctionnaires sont à leur service, parce que c'est la République. La République, c'est le capitalisme. Tout est capital, il n'y a plus d'humanité. Tout appartient à des quantités de valorisation. J'achète, je vends, j'achète, je vends. Une fois que tu es ma propriété, que je t'ai acheté, la police doit faire en sorte que tout se passe bien et que toutes les marchandises circulent sans entrave. L'humanité n'existe plus. Vous le dites vous-même. Il faut vivre en société, c'est bien, nous vivons en société, apprenons à vivre en société, mais les mots ont un sens. Entre communauté et société. Une société, si vous êtes en société, votre société, elle va être achetée. Elle est la propriété de quelqu'un. Alors qu'un sujet sous l'Ancien Régime, c'était un sujet, un être humain, personne ne l'achète. Et il y avait des esclaves. Il y avait des esclaves qu'on achetait. Alors je ne dis pas que c'était bien, mais sous l'Ancien Régime, et encore, hein, je parle de l'Ancien Régime, la France, c'est quand même le pays qui s'est battu contre l'esclavage et qui a aboli l'esclavage. Hein. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une époque où il y avait de l'esclavage, bien sûr, mais il y avait des sujets qui n'étaient pas esclaves. Alors que maintenant, avec la République, nous sommes en société et tout est privatisé. Vous êtes une propriété privée. Votre humanité, elle est gommée. Et je vois les gens qui disent « ouais, c'est la faute à Macron, il faudrait voter pour un tel, il faudrait voter pour un tel ». Mais vous n'êtes pas l'humanité. Vous, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas dans l'équation. Ces gens-là, que ce soit le RN, le LFI, qui vous voulez, vous n'êtes pas dans l'équation. La France est une société depuis 2 siècles. L'humanité, le vivant, n'est pas dans l'équation. On s'en fout de vos souffrances. On s'en fout. Le policier, là, il représente l'État. Il s'en fout de cette dame qui se démène pour essayer de rentrer son sac, etc. Il tourne autour comme un vautour pour lui prendre 70 €. Vous voyez, il n'y a même plus besoin d'un sous-traitant qui va gérer les passagers au sol. Visiblement, en Bulgarie, c'est carrément la police qui fait la milice privée. On en est là. Alors, dans mon affaire, ce n'est pas aussi flagrant, parce que c'est un sous-traitant, Aviat Partners, qui gère les gabarits et qui vous dit si oui ou non votre sac y rentre. Mais dans le cas de la dame que j'ai défendue, c'est la même situation, exactement la même situation. Un tout petit bout d'un sac souple, une bretelle ou une toute petite partie du sac qui dépassait, voilà. Et puis, voilà, 70 €. Moi, je dis, non, je m'assure, et voilà. 2 jours de garde à vue. Et des gens m'ont demandé, mais on m'a dit, mais comment c'est possible quand même que tu aies fait une journée de garde à vue, mais 2 journées de garde à vue, enfin, c'est quand même curieux. Hein. Est-ce que tu es bien sûr de tout nous dire? Et moi, je vous ai dit, moi l'OPJ, il m'a dit, première journée de garde à vue, c'était pour le temps de recueillir les pièces, auditionner tout le monde. On manque un petit peu de temps, monsieur Goural, on va vous mettre une deuxième journée en garde à vue. Moi, c'est ce que je vous ai délivré dans mes premières vidéos, vous vous souvenez? Je vous ai donné la version de l'OPJ. Je ne vous ai pas donné la mienne, parce que moi, ça fait 1 an que cette histoire, ça fait 13 mois que cette histoire s'est déroulée dans mon cas.
Mais croyez-le ou pas, au bout de 13 mois, je ne sais toujours pas pourquoi, la police de l'air et des frontières de Blagnac a appelé le procureur de la République et dit voilà, on a quelqu'un qui est là, qui s'est manifesté, qui s'est insurgé contre les pratiques de Ryanair, on l'a mis en garde à vue, on a besoin de vous, madame le procureur ou monsieur le procureur, pour valider la garde à vue. Mais quels sont les arguments que vous avez donnés au procureur de la République pour qu'il donne son aval pour qu'on m'enferme au cachot pendant 24 heures et qu'on m'enferme au cachot encore pendant 24 heures de plus? Quels sont les arguments? Moi, ça fait 13 mois, je les attends toujours. Je demande des explications à mon avocate. Une fois elle a reçu la liste de ce qu'on me reprochait, elle me l'a lu au téléphone, je lui ai demandé de me le transmettre. Depuis ce jour-là, c'est silence radio. Ça fait 6, 7 ou 8 mois que j'ai écrit à mon avocate et qu'elle ne me répond pas. Alors que j'ai payé pratiquement 2000 € tout de suite d'avance, qu'elle a demandé au greffe d'avoir la vidéo que j'ai demandé, que le greffe a dit « oui, venez la chercher ». Finalement, elle n'y était pas, elle est revenue, elle a rappelé, alors les vidéos, elles n'y sont pas. Si, c'est bon, on a retrouvé le CD-ROM, revenez. Elle y est retournée une deuxième fois au greffe chercher le CD-ROM. Ah, elle a eu le CD-ROM, on a essayé de le lire, impossible de lire. Voilà. Et je suis passé au tribunal, vous le savez, et là, on m'épuise avec 13 mois d'attente pour une nouvelle audience. Imaginez que mon avocate, elle soit écrasée sous un bus, moi, mes 2000 €, je vais les récupérer comment? Et 13 mois d'attente dans ces circonstances où même mon avocate ne me répond pas. Où je ne peux même pas avoir le texte qu'elle m'a lu, je ne sais même pas ce qu'on me reproche exactement. Elle me l'a dit une fois, mais je n'ai pas enregistré derrière son dos. Je pensais qu'elle allait me donner le document et que j'allais pouvoir lire, penser à ma défense, à comprendre ce qu'on me reproche et articuler une défense. Mais je ne peux même pas échafauder une défense, parce que je ne me souviens même pas de la moitié, du tiers de ce qu'elle a lu et de ce qu'on me reproche. Je n'ai aucun document, je n'ai rien, et elle ne répond pas. Alors, pour ne rien vous cacher, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo alors que j'avais arrêté pendant 3 mois, j'ai contacté un nouvel avocat aujourd'hui. Voilà. Bon, je vais voir, je vais lui dire, écoutez, voilà ma situation, y compris ma relation avec mon avocat, voilà toute la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup que je continue à être dans une posture où je vais me défendre? Ou est-ce que pour me protéger psychologiquement, je dois tout évacuer et m'appuyer sur l'article je ne sais plus combien du Code pénal qui dit que j'ai le droit de me défendre? Mais cet article dit que j'ai le droit de défendre pour ne pas m'auto-incriminer. Non, je ne vais pas me défendre pour tout invalider. Pour invalider la loi, pour invalider la République, pour invalider tous ces fonctionnaires, pour invalider tout ce qui m'opprime, tout ce qui vous opprime dans nos vies aujourd'hui. J'invalide tout. Je ne suis pas le Christ que l'on tire devant un tribunal et à qui on pose des questions. Je vais opposer cet article du Code pénal pour garder le silence, pour tout invalider. Vous ne tirerez rien de moi, aucune réponse, aucune explication, aucune articulation de défense. Je n'ai pas à me mettre sur la défensive. Je n'ai pas à me mettre dans l'endroit que vous voulez m'enfermer, dans la défensive. Je n'ai pas à être mis sur la défensive. Je n'ai rien à défendre. Il y a des vidéos, celles de l'aérogare, celles de la police, tout est filmé. Et étrangement, malgré tous nos efforts, ces vidéos n'apparaissent toujours pas. Et même mon avocat ne me défend pas. Alors je vais tout invalider. La seule chose qui pourrait me faire revenir sur ma position, c'est si la justice recueille toutes les vidéos, aérogare et police. Je rappelle que la police, quand elle m'a pris pour me mettre au cachot pendant 40 heures, m'a dit « Monsieur, à partir de 7 secondes, tout est filmé. » Donc tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, c'est filmé. Donc les plaidoiries, ma plaidoirie et la plaidoirie de la partie adverse sont superflues. On n'en a pas besoin. Je demande que les vidéos soient produites, que la justice prenne le temps de les regarder. Et si j'ai dit tout ce qu'on me reproche, je doublerai ma peine. D'accord? Si vous dites que ça fait 10, j'accepterai de payer 20. Cette femme pleure. Elle pleure. C'est très émouvant de la voir. On la voit en panique, on voit ses émotions déborder. Elle commence à trembler.
Et cet homme, avec ses rangers, qui fait de la muscule 10 heures par jour, plutôt que d'être bienveillant, de la soutenir, de la protéger, de lui dire, écoutez, allez, je vais la jouer mimiche, bon, votre sac, là, voilà, essayez de mettre votre brosse à dents de l'autre côté, là, votre brosse à dents, elle est à droite, mettez-la à gauche, et puis voilà, il y a de la place à gauche. Non. Il dit en ukrainien, parce que bon, vous le savez, je suis d'origine ukrainienne et je parle l'ukrainien. Il lui dit à un moment donné qu'elle doit le poser autrement, c'est-à-dire de reposer son sac, que ça va pas. Hein. Je ne sais plus exactement comment il dit. Ah oui, muchete zmieniete. C'est-à-dire, muchete zmieniete, ça veut dire vous devez le changer, ça ne va pas. Hein. Voilà. Donc elle réessaye une deuxième fois. Ça fait de la peine, ça tire les larmes. Muchete zmieniete. Regardez la vidéo. Bon, ça, c'est la première séquence. Il y a une deuxième séquence. Je fais une petite pause pour regarder la deuxième séquence. Et je reprends. Donc, je regarde avec vous et je commente avec vous. Donc là, elle est à genoux. Elle n'en peut plus. Nous avons donc deux membres de la police, non, trois membres de la police nationale bulgare et un membre du personnel au sol. Cette femme est au sol, elle implore de l'aide, parce que si j'ai bien compris, là, elle est devant la baie vitrée, devant la porte qui sépare la zone d'embarquement, donc les autres passagers ont quitté la zone d'embarquement et comme dans mon cas, m'ont laissé entre les mains de la police pour partir en garde à vue 2 jours, elle les implore, comme je l'ai fait moi. Quand j'ai fait mon petit discours, j'ai dit « Faites quelque chose de courageux une fois dans votre vie ». C'est trop facile de pleurnicher à la télé quand il se passe ça, mais là, vous êtes dans le monde réel. Tenez-vous droit, tenez-vous debout et cessez de ramper. L'humain n'est pas un rampant. L'humain, c'est quelqu'un qui se tient debout. Ben, tout le monde est parti en rampant, monter la passerelle en rampant, en refusant de la voir, alors qu'elle était à genoux, ça aurait pu être leur maman, leur sœur, leur fille. Vous voyez dans quel monde on vit? Voilà. Moi, de voir ce policier, avec ce gabarit, cette force, laisser cette femme vulnérable se dépatouiller pour 60... Est-ce que ça vaut 70 € de faire ça à une femme ou à un homme? Ça vaut 70 €. C'est dans ce monde-là que vous voulez vivre? C'est ce monde-là que vous voulez bâtir pour vos enfants? Et vous allez voter RN, vous allez voter LFI, vous allez voter Ducon, du schnock, parce que vous voulez que ça change, mais ça ne va pas changer grâce à RFI ou RN. Ça ne changera pas parce que vous rampez. Qui d'entre vous n'aurait pas pris l'avion pour être solidaire avec elle ou solidaire avec moi? Personne ne l'a fait. Sur les 200 passagers, personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Ça, c'est la réalité. C'est pas les commentaires, oui, je te comprends, Mimiche, moi j'aurais fait la même chose. Non, vous n'auriez pas fait la même chose, je ne vous ai pas vu. C'est trop facile de voter pour les uns, pour les autres, pour que le monde change, alors que vous ne bougez pas vos fesses du canapé, vous regardez ça docilement, et quand vous êtes confronté à la situation, vous ne bougez pas le petit doigt. Là, 200 passagers à Sofia, vous avez laissé cette femme, vous l'avez abandonnée, et Dieu sait comment ça s'est terminé, je n'en sais rien. Et moi aussi, vous m'avez abandonné. Vous avez vu l'agent au sol, là, le petit gringalet en chemise blanche, là? Il passe devant cette femme, il ouvre la porte, elle est à genoux, elle implore, elle est en pleurs, et il passe devant. Mais comment vous pouvez passer devant cette femme et pas vous mettre à genoux, la prendre dans les mains et l'aider à se relever? Ce monde est infect.
Ce monde est infect. Madame ou Monsieur le procureur de la République, quand la police de l'air et des frontières, le 29 octobre 2024, vous a appelé en disant qu'il y avait quelqu'un qui posait problème à l'aérogare, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les policiers, pour que vous renouveliez 2 fois ma garde à vue, 2 fois 24 heures? 40 heures de garde à vue dans un cachot. Attention, ce n'est pas une garde à vue à l'ombre de la machine à café dans un commissariat, hein. Je le redis, un paillasse en béton, 40 heures, la lumière dans la tronche 24-24, le bruit de la soufflerie, et dormir sur une paillasse en béton dans les vapeurs d'urine. Deux choses que je n'ai pas dites sur ma période de garde à vue. Il s'est passé 2 choses que je n'ai pas jugé bon de raconter, mais que je vais raconter maintenant, parce que plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est important. La première chose, donc, quand mon billet a été invalidé, je me suis assis dans la salle d'attente, dans la zone de sécurité, hein, dans la salle d'attente, pas la zone de sûreté, hein, parce que c'est là-dessus qu'on me poursuit également, alors qu'il n'y avait pas de séparation entre les deux zones, hein, surtout que l'embarquement était terminé. Tout le monde avait embarqué. La petite cordelette là, qui sépare les 2 parties avait été retirée. Il n'y avait plus d'agents au sol qui faisaient obstruction pour passer d'un côté à de l'autre. Tout était dégagé. Et c'est quand un des passagers m'a parlé que je me suis approché de lui pour discuter avec lui, que je me suis retrouvé dans une partie de la pièce où j'aurais pas dû l'être. Mais bon, enfin, ça, je l'ai déjà expliqué longuement. Donc, mon billet est invalidé. Je me retrouve illégalement à cet endroit. Je dis que j'ai mon billet et que je refuse de partir. Et je demande à ce qu'on trouve une solution pour que tout rentre dans l'ordre. Ce qui m'est refusé. Et donc, je m'assois dans la salle d'attente avec mon billet que j'ai payé et je demande à ce que j'embarque. Et là, la police donc applique les directives de la grande blonde décolorée. Et je dis encore que les décolorations, quand les racines sont noires, je trouve pas ça beau. Hein. C'est moche. C'est vraiment moche. Je le dis à ma fille et je le dis à qui veut l'entendre. Hein, voilà. Je le dis à ma fille parce que je l'aime. Et si je le dis à quelqu'un que je ne connais pas, c'est parce que je l'aime aussi. Si je vous aimais pas, je dirais rien. Je vous laisserai vivre votre vie avec vos racines pourries, je dirais rien. Quand ma fille s'est tatouée, je dis, ma fille, moi je t'ai fait parfaite. T'as pas à te tatouer, t'as pas à dégrader le travail que ton père et ta mère ont fait. Hein, les tatouages, c'est dégueulasse. C'est mon avis personnel. Parce que j'aime ma fille, c'est pour ça que je lui parle comme ça. Et précisément, tous ces passagers que je dénonce qui ont passé leur chemin, ils n'aiment personne. Parce que si vous aviez aimé, vous ne serez pas parti. Vous auriez considéré que cette femme ou moi, on ne peut pas les laisser compte tenu de la situation. Et pourtant, vous l'avez fait. Donc, qui abandonne un œuf, abandonne un bœuf. C'est ça que j'ai dit par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Vos petites lâchetés du quotidien, si vous êtes capable de les faire à cette échelle-là, microscopique, vous avez l'ADN pour faire des grands crimes contre l'humanité. C'est le même ADN. Si vous ne secourez pas cette femme qui est là, que vous ouvrez la porte, que vous lui marchez pratiquement dessus, que vous passez votre chemin alors qu'elle est en pleurs, qu'elle est en détresse, quand il y aura des trains qui partiront dans les camps de la mort, c'est pareil. Vous vous ferez une raison en disant « mais moi je ne bouge pas, il y a sûrement de bonnes raisons pour que ça se passe comme ça, et je ne veux pas voir. » D'accord ? C'est le même ADN. Donc j'ai digressé, mais je reviens à mon histoire. Donc je refuse de bouger de mon siège, et là la police me prend. Je suis au paroxysme de ma violence, et ça je l'ai montré, ça a été enregistré, et je l'ai publié, où je dis « voyez les fruits de la République, voyez comment se comporte la République, on juge un arbre à ses fruits ». Voilà, c'est le summum de ma violence. Hein. Voilà, c'est pas de coups, pas d'insultes, pas de grossièreté. Hein. Voilà le maximum de violence dont je suis capable. D'accord ? À partir de là, donc, je suis amené dans la voiture de police, arrivé au commissariat, et là, il me pose sur un banc de bois, et on attend que l'OPJ de réserve arrive. Ça s'est peut-être passé 3/4 d'heure, 1 heure, je ne me souviens pas, mais pendant ce temps-là, je n'ai strictement rien dit. J'étais en lévitation, je n'étais plus là, et je sentais quand même la présence d'un policier qui était là, qui me surveillait. Et donc, je n'ai rien dit, pas un mot. Et lui non plus, sauf à un moment, en me disant « Monsieur, vous devriez vous lever », parce que j'étais allongé sur le banc sur lequel il m'avait posé les 4 policiers. Ils m'ont posé allongé. Hein. Vous devriez vous lever, vous n'êtes pas dans une position
digne. Vous n'êtes pas dans une position digne. Ça, je ne voulais pas raconter parce que je n'avais pas réfléchi à quel point c'était important. Mais qui m'a mis dans cette position d'indignité? Vous m'avez pris, j'étais assis dans la salle d'attente, dans une position parfaitement digne. Vous m'avez extrait de ma dignité pour faire de moi un bagage, un sac, une matière inerte que vous avez posée sur un banc. Et ce que vous contemplez en indignité, c'est votre travail. Voyez-vous? Parce que quand j'étais assis, j'étais digne. Quand j'étais allongé, j'étais digne. L'indignité, c'est quand vous regardez ce que vous avez accompli. Ce que la police nationale a accompli ce jour-là, de prendre quelqu'un dans une position digne et le mettre dans une position indigne de leur point de vue, au sens étymologique, de leur point de vue, de là où ils regardent. Vous avez vu, vous avez contemplé du haut de vos 1,80 m, vous avez contemplé toute votre indignité. La vôtre. C'est vous qui m'avez mis dans cette position-là. Et cette façon d'inverser l'accusation, de dire « Monsieur, redressez-vous, vous n'êtes pas digne dans cette position », alors que cette position, c'est précisément vous qui l'avez mise en scène de cette manière. Vous m'avez traité avec indignité. Et vous l'observez et ça vous est insupportable de considérer que c'est vous qui l'avez fait. Et même à ce moment-là, vous renvoyez la responsabilité sur la victime, sur moi. C'est moi qui suis responsable d'être dans cette position alors que c'est vous qui m'y avez mise. Oui, j'ai dû faire une petite pause, mais vous l'avez constaté, ça remue tellement d'émotions en moi que j'ai tendance à... Il faut que je contrôle mes émotions. Surtout que ce que je vais vous dire, ça monte crescendo, vous avez senti la pression monter, l'émotion, la tension monter, mais là ça va être encore un cran supérieur. La deuxième chose que j'ai jamais racontée, parce que ça touche à quelque chose qui est de l'intimité, je ne sais pas au bout de combien de temps, si c'est au bout de 10 heures, de 15 heures, de 20 heures, je ne me souviens pas. Mais ça faisait déjà un bon moment que j'étais enfermé au cachot, que mes enfants me manquaient, que ma femme me manquait, que je ne savais pas ce qui se passait à l'extérieur. Le cachot, le bruit des clés, la porte qui s'ouvre, et là, un policier s'adresse à moi en disant « Monsieur, nous avons pris la décision de ne pas procéder à une fouille intracorporelle. » Alors qu'ils avaient déjà procédé aux empreintes digitales, à l'humiliation des empreintes digitales, chaque doigt, la paume de la main, à droite, à gauche, les photos de face, de profil. Je ne vous souhaite pas de vivre ces situations. Bien sûr, vous êtes habitué à la violence parce qu'avec ce qui s'est passé dernièrement en Ukraine, en Palestine, le 7 octobre, tous ces crimes, tous ces gens qui s'entretuent. Mon histoire, elle est toute microscopique. Elle est microscopique quand on se contente d'en percevoir que l'événementiel. Mais la cause de tous nos malheurs, c'est toujours la même. Que vous racontiez une petite histoire insignifiante comme la mienne ou une catastrophe mondiale, planétaire, où des milliers de gens meurent, c'est toujours la même explication. Voyez mes autres vidéos pour comprendre les tenants et les aboutissants. Donc les empreintes, c'est déjà traumatisant. Les photos, symboliquement, c'est très fort. Le déshabillage, retirer les chaussures, les lacets, la ceinture. Petit à petit, on vous écorche vif. Tout ce qui fait votre humanité, on vous l'arrache comme des lambeaux de peau. Comme des lambeaux de peau. Et je l'ai déjà raconté, mais je le redis. Donc, retirez tout, la chaîne, tout ce que vous portez sur vous. Plus de téléphone, plus de papier, évidemment, plus rien. Voilà. On m'a même demandé de retirer cette alliance. Et là, je tiens à remercier le policier qui se charge de ce qu'on appelle la fouille.
il a dû sentir dans mon regard que l'alliance n'était pas possible. Et je le remercie parce que si vraiment il avait insisté, toute votre perception de mon affaire, vous l'auriez perçue différemment parce que je me serais révolté, j'aurais été violent, et Dieu sait comment cette histoire aurait pu se terminer. Et là, la partie adverse, l'État aurait pu raconter une histoire complètement différente et vous ne seriez même pas là en train de m'écouter parce que vous auriez dit oui, voilà, c'est cohérent, il est violent, il était violent au commissariat, il était violent à l'aéroport, donc il n'y a pas de fumée sans feu, tout ça est cohérent. Là, on bénit la police d'exister. C'est ça que vous auriez fait. Et bien vous voyez, c'est la même réalité, sauf que ça n'a pas basculé dans une autre histoire parce que ce policier a accepté que je garde mon alliance. Vous voyez, ça tient un peu de choses. Hein. Ça tient un peu de choses. Hein. C'est que l'histoire peut être très différente juste à cause d'un petit détail symbolique. Parce qu'il n'était pas question qu'on me retire mon alliance, elle est là depuis 40 ans. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, plutôt mourir. Donc j'en viens à mon affaire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est quand on vous dit déjà que vous êtes dans cette situation de fragilité et on vous dit on a décidé de ne pas procéder à de fouilles intracorporelles. Vous racontez comme ça, vous vous dites bah, c'est une bonne nouvelle, voilà. Mais ça veut dire, moi je l'ai interprété autrement. C'est-à-dire que ça veut dire que vous êtes en situation de décider si oui ou non on procède à une fouille intracorporelle. Ça veut dire que vous pouvez peut-être changer d'avis. La garde à vue est en cours. On va peut-être me sortir une fois de plus de ma cellule pour me poser encore des questions, et si j'ai un mot de travers ou si je ne réponds pas correctement, ils peuvent changer d'avis. Non? Vous avez pensé à ça? Non, vous ne pensez pas? Moi, j'y ai pensé. Moi. À partir de cette seconde, votre perception de votre incarcération, elle est très différente. Parce que là, vous vous dites, on peut me violer, la police nationale peut me violer comme elle le souhaite. Et je pèse mes mots. Parce que quand on fait une fouille intracorporelle, qu'on rentre je ne sais quel stéthoscope, télescope dans l'anus pour voir si vous n'avez pas caché je ne sais quoi, vous êtes suspendu à leur bon vouloir, à leur autorité. Et tout ça n'est possible que parce que les passagers ne m'ont pas soutenu, parce que j'ai fait ce voyage au commissariat, parce que le procureur de la République a donné sa bénédiction. C'est tous ces intervenants, toutes ces choses, tous ces êtres humains qui ne se comportent pas en humanité qui font que mon trou du cul était suspendu au bon vouloir de la République. Qu'est-ce qu'elle a, la République, à vouloir rentrer dans le corps des gens? De rentrer la lame dans le corps des gens pour décapiter les gens? De vouloir vous injecter à tout prix leur saloperie dans le corps avec des aiguilles, alors qu'on leur dit non. Quand on dit non, c'est non. Quand on dit non, c'est non. Pas de guillotine, pas d'injection, pas de stéthoscope dans l'anus. Pourquoi cette fixette pour systématiquement vouloir rentrer à l'intérieur de force dans le corps des gens? Oui, je vous ai dit il y a un instant qu'il y avait deux choses que je souhaitais aborder, que je n'avais pas abordées jusqu'à maintenant. En fait, il y en a une troisième qui est importante également et qui révèle, qui va être un petit peu une décharge pour les policiers, pour vous dire que je suis très honnête dans mes analyses et que je vais au bout des choses. Mon objectif, c'est pas d'incriminer ni les uns ni les autres. Je dis les choses telles qu'elles se sont produites, mais j'exonère toujours les hommes. Hein. Je nomme le procureur de la République, je nomme les policiers, je nomme les employés d'Avia Partners, je parle des employés de Ryanair.
Je parle d'eux, mais je ne parle pas d'eux, je parle de leur fonction, ce que le monde thanatique dans lequel nous vivons les oblige à faire, nous oblige à faire, m'oblige à faire. Nous sommes tous réduits à notre fonction. Le capital, la société, la République a évacué l'humanité et le vivant. Nous ne sommes que des fonctions, des courroies de transmission. Et d'ailleurs, lorsque l'OPJ m'a notifié tout ce que j'étais censé avoir dit, il a cité courroie. Parce qu'effectivement, quand je me suis adressé aux passagers, j'ai expliqué tout ça, que ce que je pointe du doigt, ce sont que des courroies de transmission. Donc ça exonère, même dans mon discours à ce moment-là, j'exonérais les acteurs de ce qui se passait, de leur responsabilité individuelle en tant qu'être humain. Je ramène tout le monde à sa fonction. Hein. Ryanair, les employés, Avia Partners, la police nationale, le procureur de la République, le président de la République, le pape. Nous sommes tous les prisonniers de notre fonction. Nous accomplissons tels des pantins articulés ce qui est bon pour nous pour remplir notre caddie, mais tout ça, tout ce qui nous pousse à agir, tout ce qui remonte notre pendule automatique, c'est l'automate central. J'en parlerai sûrement un jour. Il y a l'État, ce qui est visible, il y a l'État profond, les gens qui se croient malins avec telle ou telle association de gens qui se croient plus malins à tirer les ficelles au niveau politique, médiatique, industriel, mais ces gens-là ne font que sauver leurs fesses au quotidien par rapport à ce que prévoit le déroulé de la marchandise autonome qu'on appelle l'automate central, qui est le pouvoir invisible, qui est sous le pouvoir profond. Et il n'y a pas d'humain dans le pouvoir invisible. C'est un automouvement de l'ordre marchand. Lorsque vous avez basculé au néolithique et que la marchandise s'est mise en mouvement, nous nous sommes tous pliés en deux pour gratter la terre à ce moment-là, pour subvenir à nos besoins, pour produire de l'agriculture. Et nous sommes pliés en deux, nous grattons la terre et nous sommes esclaves de la marchandise. La marchandise nous impose son diktat et nous sommes réduits à la fonction nécessaire et à renouveler éternellement pour que notre survie soit possible. Mais nous ne sommes plus humains avec notre liberté d'agir. C'est une illusion. Oui, je peux lever ma main, je peux mettre ma main à droite, à gauche, je peux tourner ma tête, je peux dire oui, je peux dire non. Apparemment, j'ai une infinie de possibilités à ma disposition qui donnent l'apparence de ma liberté. Mais en réalité, ce qui est déterminant, tout ce qui détermine ma survie en profondeur, c'est pas moi qui décide. Ça commence par votre réveil matin le matin, qui sonne. Il y a un petit mot à Jacques Messrine, hein, la bande qu'il a laissée posthume où il dit « Je refuse d'être l'esclave de mon réveil matin ». Il a tout compris. Et c'est pour ça que les gens l'aiment et c'est pour ça que les gens l'admirent 40 ans après. Voilà. Jacques, si tu m'écoutes. Voilà. Et un hommage à ma maman qui était une punk, une rockeuse, une femme courageuse quand il était poursuivi par la police avant que la police nationale ne l'abatte, comme vous le savez, dans les conditions où ça s'est passé. Nous étions à table un été et elle a dit « Mais si Jacques Messrine frappe à ma porte, il pourra compter sur moi et sur ma cave pour l'abriter. » Oui, voilà. Donc j'ai fait une longue digression, pardonnez-moi. Oui, je vous ai promis une troisième chose importante qui s'est produite et la boucle sera bouclée jusqu'à l'audience, je pense maintenant. Lorsque la police m'a pris, 4 policiers m'ont pris aux 4, chacun un membre, hein, chacun un pied, chacun une main, donc j'étais suspendu, tracté, écartelé avec 4 policiers et ils m'ont transporté gentiment, sans violence, sans coup porté, sans violence, mais la scène était violente quand on la vit de l'intérieur psychologiquement. Hein. Mais voilà, ils ont été corrects, ils m'ont transporté, mais à un moment donné, il fallait rentrer dans un ascenseur. Alors moi je fais 1m85, alors quand je suis écartelé avec 4 policiers, puis il faut prévoir la place pour les 4 policiers, bon bah instinctivement ils m'ont mis en biais pour que ma tête aille dans le coin au fond à gauche. Et à ce moment-là, bah, ils sont rentrés, ils sont à 4, bon ils ont fait ce qu'ils ont pu pour rentrer mon corps, pour rentrer eux-mêmes, et ma tête a cogné sur la tôle. Et c'est vrai qu'il y a eu un effet tambour, ça a résonné, ça fait dong dong. Bon. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.
c'est plutôt que de me dire spontanément que vous n'êtes pas fait mal, ça va, excusez-nous, on a été un peu fort, on s'est un petit peu étroit, on fait ce qu'on peut pour vous rentrer, etc. Non, ils n'ont pas du tout dit ça, ils ne se sont pas du tout inquiétés de ce que j'avais vécu et du choc que j'avais reçu sur la tête. Tout de suite, ils m'ont dit, non, mais attendez, vous n'allez pas nous la jouer violence policière. Et moi, en rigolant, j'ai dit non, mais si, ce sont des violences policières. Si, c'est filmé, on a vu. Et d'ailleurs, il y a une toute petite séquence vidéo où on me voit et on m'entend le dire. Donc j'ai la preuve de ça aussi. Hein. Mais je l'ai dit sous forme de boutade et malgré le côté dramatique de ce que je vivais, j'ai encore trouvé la ressource pour faire une petite blague. Et je vous parle de ça parce que j'ai senti dans leur visage presque la terreur. Ils étaient terrorisés. Alors que, parce que déjà la situation pour eux était stressante, hein, de me transporter. Je pense qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas trop s'ils étaient dans les clous au niveau de la légalité. Bon, ils faisaient un truc, mais ils ne savaient pas s'ils avaient le droit. Hein. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Hein. Et puis au moment où ma tête a cogné, tout de suite j'ai senti la panique. Non, alors, en plus une violence policière. Non, mais c'est que dans quoi on s'est embarqué, les gars là, qu'est-ce qu'on fait dans cet ascenseur avec ce type-là à qui on n'a rien à reprocher, quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire faire? Qu'est-ce que le système est en train de nous faire faire? Qu'est-ce que l'automate central dont je parlais tout à l'heure nous amène à faire? Bon. Et donc j'ai senti la panique. Bon, ça s'est arrêté là, mais sauf que ça a rebondi pendant les auditions. C'est que c'est revenu régulièrement. Je sentais que l'OPJ me posait... Enfin, l'OPJ me posait des questions, mais je sentais que... Mais alors, vous comptez porter plainte, etc., par rapport à l'ascenseur, le choc, etc. Donc, il voulait vraiment savoir si j'allais profiter de ce coup que j'avais reçu à la tête pour les poursuivre ou leur créer du tort. Et j'ai dit non. En gros, moi, je n'ai pas du tout le profil de quelqu'un qui porte plainte contre quelqu'un, même quelqu'un qui me fait du mal. Hein, bon, j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Quelqu'un qui porte plainte pour avoir une réparation d'un préjudice, ça ne me parle pas, je ferai une vidéo là-dessus. Il y a beaucoup à dire sur les gens qui sont victimes de choses graves, qui perdent la vie, qui perdent des enfants et qui vont au tribunal pour avoir une réparation financière. Comme s'il y avait des préjudices, comme si le préjudice que subit un être humain peut être tarifé. Il faut quand même bien comprendre que si vous allez au tribunal pour avoir une réparation, vous mettez un tarif sur la violence que vous avez subie, sur la perte humaine que vous avez subie. C'est terrible de mettre une somme, et c'est vous qui le chiffrez. Bon, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet aussi où il y a beaucoup à dire et il y a matière à creuser. Et donc j'ai senti pendant un bon moment pendant les auditions, ça tournait autour de ça. Hein. Ils voulaient vraiment savoir si j'étais dans un état d'esprit où j'allais porter plainte ou pas, et je sentais que s'ils avaient senti que j'étais belliqueux, que je gardais ça sous le pied pour me venger ou les attaquer pour violence policière, et bien qu'ils devaient en tenir compte en le sentant que potentiellement je pouvais leur créer du tort, et pour encore charger la mule contre moi. Vraiment, vous voyez, en fait, ce que j'essaye de dire, et ça résume un peu toute mon affaire, ça résume en fait toute mon affaire, parce qu'en fait, je parle de mon affaire, de mon point de vue, mais dès lors que l'on essaie de se placer dans la psychologie du policier pour expliquer pourquoi ça s'est déroulé de cette manière, pourquoi ils ont écrit le script de cette manière dans mon histoire, c'est qu'il faut comprendre dans quelle situation ils sont. Je pense que sincèrement, ce qu'ils ont fait avec moi, je pense que sincèrement, ils pensent qu'ils n'étaient pas dans les clous. Ils n'étaient pas dans les clous. Au niveau légal, ils étaient en dehors des clous. Et c'est pour ça que ça a duré 40 heures. Parce qu'ils étaient en panique, qu'il fallait trouver absolument des choses à me reprocher, il fallait trouver, il n'y avait rien. Et c'est pour ça qu'il a fallu vraiment, au bout de 40 heures, qu'ils trouvent la grande blonde, la smicarde, de déformer tous mes propos. Ils ont tout épluché pour tout renverser, pour tout retourner, pour vraiment me charger. Et même si j'avais dit et fait tout ce qu'on me reproche, du point de vue de la police, il n'y a pas matière à la garde à vue pendant 40 heures. Il n'y a pas matière à faire tout ce que vous avez fait, à dire sans le dire, en parlant à l'envers, faire planer cette menace de fouille intracorporelle et tout ce que j'ai vécu, et les persécutions, et le tribunal, etc. Parce que dans un premier temps, je le rappelle, je pensais que c'était juste l'agent Avia Partners qui me poursuivait, mais les 3 policiers aussi. Hein. Enfin, les 3 sur les 4 qui m'ont porté.
Donc on a déjà perdu un en route, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas parce que lui s'est comporté comme un être humain et dans ce cas-là, je le salue et je le remercie. Ou peut-être que c'était l'OPJ, il y avait un OPJ, alors peut-être que son statut d'OPJ a fait qu'il s'est extrait de la procédure et que ce sont les 3 autres qui n'étaient pas OPJ qui m'ont poursuivi. Je ne sais pas quelles sont leurs salades internes qui fait que les uns se comportent de telle manière et les autres se comportent d'une autre manière. Je n'en sais rien, mais pendant toutes mes auditions, il y avait 7 ou 8 policiers quand même que j'ai croisés plus ou moins. Et il y en a que 3 qui ont porté plainte. C'est pas beaucoup. 40 heures de garde à vue pour trouver quoi? 3 insultes supposées que je conteste. Non. Mais rassurez-vous mes chéris, je ne vais pas porter plainte contre vous. Mon profil à moi, Mimiche, il porte plainte contre personne. Moi, je suis un enfant de la République. Et c'est pour ça que je suis très en colère contre la République, parce que je suis un mari cocu. J'étais à l'école Rouelle dans le 15e à Paris. Il n'y a pas école plus républicaine. Il n'y a pas école plus républicaine. Dans le 15e, rue de Rouelle, c'est les garçons, les filles, c'était les enseignants de la République. J'ai fantasmé la République, je l'ai aimée comme personne ne peut aimer la plus belle femme du monde. Mais quand en vieillissant, en grattant, je me suis rendu compte de ce qu'elle était et qu'elle m'a cocufié, qu'elle ne faisait que mentir depuis le premier jour, là ma colère ne cesse de s'exprimer et vous en mesurez l'épaisseur. Voilà. Voilà, et pour terminer, un petit bonus, une petite vidéo qui va suivre. Alors j'espère que je n'aurai pas des poursuites pour droit d'auteur. Je ne connais pas la réglementation, je demande à l'auteur d'être bienveillant. Je relais sa vidéo, enfin une toute petite séquence, et je pense que vous n'aurez pas de difficulté à retrouver l'intégralité. Une très jolie femme, magnifique dame, qui est juriste manifestement, et qui vous explique, avec ses mots à elle de juriste, que la République, la société, notamment dans les procès pénaux, ne répare pas le préjudice que les êtres humains subissent, mais répare le préjudice que la société, que les capitaux, que la marchandise subit. Donc Mimiche, tu as empêché la marchandise de bouger. Tu as privé Ryanair de 70 € de chiffre d'affaires, tu as amputé les 16 millions ou les 160 millions de bénéfices que Ryanair fait de 70 €. C'est le crime ultime, c'est la crucifixion, parce que rien ne doit porter atteinte à la valeur, la valorisation, le bénéfice, la marchandise, la société. C'est la société que vous aimez. Vous n'avez que la société à la bouche. Il faut apprendre à vivre en société, il faut respecter la société, il faut que les gens aillent en prison pour payer leurs dettes à la société. C'est ça votre baratin? Je l'invalide. Comme ça, vous voyez? Avec le signe de croix, je l'invalide. Écoutez cette demoiselle. Voilà. Quand c'est moi qui le dis, bon, j'ai mon côté un petit peu emporté, je suis pas juriste, je parle sous le coup des émotions parce que j'ai vécu une expérience traumatisante. Cette femme, elle est magnifique, elle est juriste, elle s'exprime dans un français clair et fort et elle vous dit la même chose que moi. Voyez? Moi, je parle avec le ventre, elle parle avec son petit livre rouge, son code pénal et on arrive au même résultat. Voyez? Voilà. Comme quoi, on peut réfléchir avec sa tête, comme tous les gens qui pensent, et puis on peut réfléchir aussi avec le ventre. Et moi, je suis une conjugaison des deux. Ma tête est au service de mon ventre, de mes émotions, et mon ventre est donc la gestion des émotions est au service de ma tête. C'est une dialectique entre le cérébral et le viscéral. Voilà. Je suis un être humain. Est-ce que tu savais qu'initialement, la justice pénale s'en fout de la victime? Que ce soit un procès pour meurtre, pour V, etc., initialement, ça n'a pas été réfléchi pour protéger la victime. Juste petit rappel explicatif. Je vous en parle parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des commentaires du style « Là, on n'a pas du tout considéré la victime, il devrait prendre plus ». Ça, en France, ça s'explique juridiquement et historiquement. Pourquoi le procès pénal n'a pas été pensé pour réparer les victimes? Un procès pénal, en France, ça a pour but de sanctionner une personne qui a fait du mal à la société. L'objectif n'est pas d'indemniser la victime, ni même d'accompagner la victime parce qu'elle a été victime. La personne, on considère qu'elle a fait du mal à la société. C'est pour ça que le ministère public, qu'on appelle aussi le procureur, il représente les intérêts de l'État et de la collectivité face aux mises en cause.
qui est ce qu'on appelle un prévenu ou un accusé, suivant le tribunal devant lequel il se trouve. Pendant longtemps, la victime n'était pas considérée comme un acteur du procès pénal. L'idée même, c'était de la tenir à distance du procès pénal parce que ça serait une justice vengeresse, pour se venger de ce qu'on lui a fait. Aujourd'hui, si la personne se constitue partie civile, ça s'appelle, elle peut demander la réparation de son préjudice pendant le procès pénal, à côté du ministère public. Donc vous avez compris, quand vous voyez une grosse amende ou une grosse peine de prison, c'est parce que les juges ont considéré que la personne avait fait du mal à la société, pas à la victime théoriquement. Pour réparer